Il fut un temps où commander une bière en France n'était pas seulement commander une boisson. C'était un rituel. C'était s'asseoir au café du quartier, entendre les cuillères teinter contre les tasses, voir la fumée de tabac monter lentement, et lever son verre avec des amis, de la famille ou des inconnus qui devenaient des complices le temps d'un après-midi. Entre les années 70 et 90, certaines bières ont marqué des générations entières. Des marques qui étaient présentes à chaque table, à chaque fête, à chaque célébration, et qui ont disparu si rapidement qu'elles sont aujourd'hui presque devenues des légendes urbaines. Certaines ont été absorbées par de grands groupes, d'autres ont changé leurs recettes et ont perdu leur âme, et d'autres encore se sont simplement évaporées sans dire au revoir. Mais si vous fermez les yeux, vous pouvez encore sentir ce goût, cette ambiance, ce moment. Savez-vous quelle bière a fait lever son verre à toute la France et qui ne vit aujourd'hui que dans la mémoire des vrais amateurs de bière? Préparez-vous, car nous allons voyager dans le temps. Nous allons découvrir des secrets, des anecdotes et des curiosités dont seuls les vrais nostalgiques se souviennent. Restez jusqu'à la fin et revivez avec nous ces bières qui font désormais partie de l'histoire brassicole française. Un Canterbräu, la bière française qui a conquis les cafés. Vous souvenez-vous de l'époque où les cafés français sentaient le vieux bois, le pain frais et une bière blonde qui avait le goût de l'amitié? Cette bière, c'était la Canterbräu. Et même si aujourd'hui son nom subsiste dans les rayons, elle n'est plus la même. La Canterbräu originale, la vraie, celle que les Français buvaient fièrement dans les années 70 et 80, appartient désormais au monde des souvenirs. Tout a commencé dans les Vosges, dans une petite localité appelée Charmes, où est née la brasserie de Charmes. Au XIXe siècle, les maîtres brasseurs alsaciens qui fuyaient l'occupation allemande y ont trouvé refuge, emportant avec eux l'art de la fermentation et les traditions du Rhin. De ce mélange est née une bière qui n'était ni totalement française, ni complètement allemande. Une blonde à l'âme frontalière, équilibrée, avec du corps et une mousse dense. Son nom, Canterbräu, évoquait cet esprit franco-allemand qui fascinait tant le public. Mais Canterbräu n'était pas une bière comme les autres. C'était la bière du peuple. Dans les années 70, il suffisait d'entrer dans un café de quartier, d'écouter le tintement des verres et le murmure des conversations pour savoir qu'à une table se trouvait une bouteille de Canterbräu ouverte. Son étiquette blanche avec des lettres dorées, son goût légèrement torréfié et sa mousse qui ressemblait à un nuage faisaient que chaque gorgée avait le goût du repos après le travail. Il ne s'agissait pas d'une bière de luxe, mais d'une compagne du quotidien, de celle que partageaient aussi bien les ouvriers, les paysans, les artistes et les étudiants. Sa publicité la définissait parfaitement. Canterbräu, la bière de l'amitié. Et ce n'était pas seulement un slogan, c'était une vérité nationale. Il y avait quelque chose dans cette bière qui unissait les gens. Que vous soyez à Lyon, Strasbourg ou Marseille, tout le monde reconnaissait son goût. C'était la bière des terrasses remplies de rires, des matchs de football regardés en noir et blanc, des dîners en famille où le père ouvrait une bouteille avec un couteau parce que le décapsuleur avait été perdu. Dans les années 70 et 80, Canterbräu était synonyme de France. Pas la France élégante et sophistiquée des vins, mais la France réelle, celle qui travaillait, riait et rêvait. Cependant, l'histoire a pris un tournant silencieux. En 1971, la brasserie de Charmes a fermé ses portes. La recette originale passa entre les mains de Heineken, qui acheta la marque pour la maintenir en vie. Du moins en apparence. La nouvelle Canterbräu commença à être produite dans des usines industrielles avec des formules plus légères et standardisées.
Le résultat était une bière complètement différente, moins corsée, moins de caractère, plus uniforme. Pour beaucoup, c'était une trahison du souvenir, car la véritable Canterbreu n'était pas seulement un goût, c'était un sentiment. Pendant un certain temps, le nom est resté visible dans les bars, mais les plus âgés l'ont tout de suite remarqué. Elle n'a plus le même goût, disait-il avec nostalgie. Cette bière qui laissait auparavant une légère amertume et une touche maltée a été remplacée par quelque chose de plus neutre, de plus commercial. Et ainsi, petit à petit, la Canterbreu a disparu du cœur de la France, remplacée par la nouvelle vague de bières industrielles. Aujourd'hui, si vous cherchez Canterbreu dans un supermarché, vous verrez le nom, mais pas l'histoire. L'étiquette peut être similaire, mais derrière elle, il n'y a plus cette brasserie des Vosges où tout a commencé. La recette qui réunissait les Français dans les cafés, qui accompagnait les déjeuners du dimanche et les jours de pluie, s'est perdue entre les cuves en acier et les chaînes de production mondiale. Et pourtant, ceux qui l'ont goûté ne l'ont jamais oublié. Pour beaucoup de Français d'un certain âge, dire Canterbreu, c'est évoquer l'époque où la vie était plus simple. C'est se souvenir de la musique de Joe Dassin qui passait à la radio, des voitures Citroën garées devant le bistrot, de la fumée de tabac qui se mêlait à l'odeur de la bière. C'est revenir à une France qui n'existe plus, mais qui survit dans la mémoire de ceux qui se souviennent encore du goût d'une Canterbreu bien fraîche à la fin de la journée. Car les bières changent, les usines ferment, les noms se vendent, mais les saveurs qui ont marqué la vie des Français restent gravées dans leur cœur. 2. Freys, la blonde élégante qui a illuminé les années dorées. Avant que Kronenbourg ne devienne l'un des géants qui a tout recouvert, le nom que l'on entendait avec fierté était Freys. Une bière née en Alsace, créée par des mains locales, servie dans des verres épais qui laissaient flotter dans l'air un arôme de malt. Dans les années 60 et 70, Freys était un symbole d'identité, une saveur qui appartenait à la région autant que les cigognes ou les maisons en bois aux toits pointus. Son origine remonte au XIXe siècle, dans le quartier de Königshofen, où la brasserie Freys a commencé comme une petite entreprise familiale. L'Alsace avait une longue tradition brassicole, héritée de ses racines germaniques, et Freys a su mélanger le meilleur des deux mondes, la technique précise allemande et le cœur français. C'était une bière blonde, authentique, dorée, corsée, avec une mousse ferme qui restait dans le verre même après plusieurs minutes. Ce n'était pas une bière légère ou éphémère, c'était une bière de caractère. Alors que le reste de la France penchait pour des bières plus neutres ou industrielles, Freys offrait quelque chose de différent. Elle avait une touche florale, une note maltée légèrement torréfiée et une finale sèche qui invitait à en reprendre une autre. Beaucoup disaient qu'elle avait le goût du soleil, d'Alsace. Une phrase qui est devenue partie intégrante du mythe local. Les ouvriers la buvaient après le travail, les étudiants la commandaient dans les bars du centre-ville et les familles la servaient lors des repas du dimanche. Quelle que soit l'occasion, une Freys bien fraîche était toujours la bienvenue. Dans les années 60, alors que le pays commençait à s'ouvrir à la modernité, Freys résistait avec sa propre personnalité. Elle n'avait pas de campagne publicitaire gigantesque, ni de spots télévisés. Sa renommée se propageait par habitude, de bouche à oreille, comme une tradition héritée. Sur chaque bouteille, le logo, un œuf doré dans un cercle, brillait comme un label de qualité. Il était simple, élégant et reconnaissable à des mètres de distance. Dans les brasseries alsaciennes, le rituel était toujours le même. Ouvrir une Freys, laisser le gaz s'échapper lentement, humer la mousse et déguster sans se presser.
Pour beaucoup, cette bière représentait l'âme artisanale de la France, avant que les multinationales ne la dévorent. Mais tout a changé avec l'expansion industrielle. De grands groupes ont commencé à racheter les petites brasseries du pays, promettant modernisation, uniformité et distribution nationale. Freyss a été l'une des victimes silencieuses. À la fin des années 70, la brasserie a été absorbée, puis fermée peu après. Il n'y a eu ni protestation, ni gros titres. Seulement un vide dans les bars français. Les bouteilles ont peu à peu disparu des étagères. Et le logo F doré est devenu un souvenir. Aujourd'hui, la brasserie Freyss n'existe plus, mais son héritage a acquis une aura presque légendaire. Les bouteilles anciennes, en particulier celles des années 60, avec leur étiquette dorée ou leurs bouchons en céramique, sont devenues des pièces de collection. Dans les ventes aux enchères spécialisées ou les forums de collectionneurs, une Freyss originale, en bon état, peut atteindre des prix surprenants, allant de 50 à plus de 200 €, selon sa rareté et son état de conservation. Certains disent que c'est un investissement, d'autres un acte de nostalgie. Voir une de ces bouteilles aujourd'hui, c'est comme regarder une capsule temporelle. Elle représente une époque où la France comptait des dizaines de brasseries locales, chacune avec son caractère, son accent, sa saveur. Freyss n'était pas seulement une bière blonde, elle reflétait une culture brassicole qui privilégiait l'authenticité à la production de masse. Sa disparition a marqué la fin d'une époque et le début d'une autre, plus globale, moins personnelle. Ceux qui l'ont goûté s'en souviennent encore avec émotion. Ils parlent de sa couleur ambrée, de sa mousse persistante, de son goût qui restait en bouche comme un murmure d'orge torréfiée. Elle n'était pas parfaite, mais elle avait une âme. Et cela, dans le monde de la bière, vaut plus que n'importe quelle formule. Aujourd'hui, dans les musées de la bière d'Alsace et les collections privées, les bouteilles Freyss reposent comme des reliques. Chacune raconte l'histoire d'une époque où boire de la bière était un acte local, intime, presque familial. Une époque où un simple F doré sur le verre était synonyme de qualité, de fierté et de tradition. Freyss a disparu, mais son esprit continue de fermenter dans la mémoire de ceux qui savent encore faire la différence entre une bière ordinaire et une bière née pour rester dans les mémoires. 3 Kronenbourg, 1664 bières de Noël. La magie de Noël dans une bouteille. L'arrivée de l'hiver en France était annoncée par une bouteille. La Kronenbourg, 1664 bières de Noël. Sa couleur cuivrée, sa mousse crémeuse et son arôme épicé étaient les signes que Noël avait commencé. Pour de nombreux Français, ouvrir une de ces bouteilles en décembre était aussi important que d'allumer les lumières du sapin. C'était la bière des fêtes, le goût de la saison. La bière de Noël n'était pas une invention récente. En réalité, elle faisait partie d'une tradition très ancienne en Europe du Nord. Depuis des siècles, les maîtres brasseurs alsaciens et belges fabriquaient chaque hiver une bière spéciale, en utilisant les derniers smalts de l'année et une dose supplémentaire de houblon et d'épices. C'était un cadeau, un symbole de gratitude envers les ouvriers de la brasserie, les distributeurs et les clients fidèles. Ces bières étaient généralement plus fortes, plus sucrées et plus aromatiques que celles de la saison normale. Leur arôme mêlait des notes de caramel, de fruits secs, de cannelle et de miel. C'était littéralement Noël en bouteille. Kronenbourg, la grande brasserie strasbourgeoise, a su transformer cette tradition artisanale en un phénomène national. Dans les années 70 et 80, sa 1664 bière de Noël est devenue un emblème. Ce n'était pas une bière comme les autres.
C'était la bière qui annonçait la fin de l'année. Chaque mois de décembre, les brasseries et les cafés de toute la France se remplissaient d'affiches bleues et dorées, arborant le logo Kronenbourg 1664 et des flocons de neige. Les bouteilles, en verre foncé et ornées d'une étiquette festive, ressemblaient à de petits joyaux hivernaux. Son goût alliait une base maltée à des notes de fruits confits, de sucre brun et une finale légèrement épicée. Elle avait du corps, de la chaleur et un esprit de fête. Son succès fut tel qu'il dépassa les frontières. La Belgique, l'un des pays les plus exigeants au monde en matière de culture brassicole, accueillit à bras ouverts la bière de Noël française. Elle était différente de ses propres bières de Noël, moins dense qu'une bière belge, mais plus équilibrée et plus facile à boire. En quelques années, la Kronenbourg 1664 bière de Noël s'est fait une place dans les bars et les magasins belges, en particulier dans les zones frontalières. Son élégance et sa présentation en ont fait un cadeau fréquent. Il était courant de la voir dans les paniers de Noël, à côté des chocolats et des biscuits artisanaux. Mais au-delà du marketing ou du succès commercial, ce qui rendait cette bière vraiment spéciale, c'était sa capacité à s'inscrire dans la tradition européenne de célébrer la récolte de la bière à la fin de l'année. En Allemagne, il y avait la Weihnachtsbier. En Belgique, la Christmas Ale. En France, la bière de Noël. Toutes partageaient la même idée, trinquer avec quelque chose d'unique, préparé une seule fois par an, comme symbole de gratitude et d'espoir. C'était la fin d'un cycle, le fruit de la dernière cuisson avant les mois froids. Aujourd'hui, Kronenbourg existe toujours, mais sa bière de Noël originale n'est plus la même. Les éditions modernes ont perdu une partie de cette richesse artisanale, de cette profondeur qui la rendait si spéciale. La version des années 70 et 80 était plus sombre, plus complexe, plus vivante. Cette bière était une histoire en bouteille. Elle racontait le travail des brasseurs, l'hiver alsacien, l'esprit de Noël, d'une époque où la qualité primait sur la précipitation. Beaucoup se souviennent encore de la première gorgée d'une Kronenbourg 1664 bière, de Noël près de la cheminée, le soir de Noël, alors qu'il neigeait dehors. C'était la chaleur au milieu du froid, la tradition à l'état pur. 4 Mutzig, la bière du succès et de la fierté locale. C'est une bière française à l'âme allemande. Dès le début, sa recette a bouleversé les codes. Ce n'était pas une bière légère, ni à consommer rapidement. C'était une bière de caractère, corsée, avec un degré d'alcool supérieur à la moyenne, avoisinant les 8%, et un goût qui marquait les esprits. Son arôme maltais, sa couleur dorée, intense, et sa mousse ferme en faisaient une bière de catégorie, différente des lagers typiques servies dans les cafés de quartier. Dans les années 60 et 70, la Mutzig était la bière de ceux qui voulaient se démarquer. Elle n'était pas pour tout le monde. Son prix était un peu plus élevé, son goût plus fort, son image plus sophistiquée. Les gens ne commandaient pas une Mutzig parce qu'ils avaient un soif, mais pour se démarquer. C'est pourquoi le slogan qui l'a rendu célèbre a parfaitement capturé son esprit. Mutzig, la bière des forts. La bière des forts, des déterminés, de ceux qui savaient ce qu'ils voulaient. Ce slogan est devenu un phénomène culturel. Dans une France où la classe moyenne commençait à prospérer, Mutzig symbolisait l'ambition. C'était la boisson du succès professionnel, des réunions élégantes, du travailleur qui se faisait plaisir à la fin de la semaine. Il n'était pas rare de la voir dans les bars de Strasbourg ou de Colmar, servie dans des verres plus hauts,
tandis que les publicités télévisées montraient des hommes sûrs d'eux, vêtus de costumes sombres et arborant un sourire confiant. Boire une Mutzig était plus qu'un simple geste, c'était une déclaration. La brasserie de Mutzig avait été fondée au XIXe siècle par Jérôme Hatt, un brasseur passionné qui combinait les techniques traditionnelles allemandes et la créativité française. Pendant des décennies, la brasserie prospéra, perfectionnant ses méthodes et gagnant le respect des maîtres brasseurs européens. Pour les Alsaciens, la Mutzig était une source de fierté régionale. Elle représentait leur indépendance, leur identité, leur mélange de cultures. Au fil du temps, la qualité de la Mutzig a attiré l'attention en dehors de l'Alsace. Dans les années 70, la marque a été rachetée par le groupe Heineken, qui l'a propulsée au niveau national. Les campagnes publicitaires sont devenues mémorables. Musique intense, hommes élégants, slogans percutants. Le message était clair. Mutzig n'était pas pour tout le monde. Elle était destinée aux forts, aux gagnants, à ceux qui avançaient sans crainte. Le goût accompagnait cette image. C'était une bière blonde forte, mais raffinée. En bouche, elle laissait des notes de malt torréfié, de miel, une touche de caramel et une finale légèrement amère. Son corps dense et son degré d'alcool élevé la rendaient idéale pour être dégustée lentement, comme un vin. Les Français l'ont adoptée comme une bière d'occasion, à boire lors de célébrations ou de moments spéciaux. En Alsace et à Paris, elle est devenue la bière premium par excellence. Elle a mais que la même gagné en popularité en Belgique et en Suisse. Les connaisseurs la comparaient aux meilleures bières de garde, ces bières artisanales du nord de la France, mais avec un profil plus moderne et ambitieux. Son élégance la distinguait. Son goût était incomparable. Mais comme toute histoire dorée, elle a connu son déclin. Dans les années 90, la recette originale a été modifiée. La version artisanale, plus forte et plus complexe, a cédé la place à une Mutzig plus commerciale, plus légère, destinée à un large public. La bière des forts a perdu une partie de son âme. Cependant, son héritage est resté gravé dans la mémoire collective. En Afrique centrale, notamment au Cameroun, la Mutzig a trouvé une seconde vie, où elle continue d'être produite dans un style plus proche de l'original. Là-bas, elle est toujours considérée comme une bière de succès, réservée aux célébrations et aux moments importants. Un lointain écho de ce qu'elle représentait en France il y a un demi-siècle. C'était la bière que l'on buvait après avoir accompli quelque chose d'important, ou simplement pour se sentir appartenir à cette génération qui croyait que le succès avait le goût de l'orge dorée. Et oui, son slogan était juste. Mutzig était, et reste dans les mémoires, la bière des forts. 5. Terken, la famille de bières qui a conquis le nord de la France. Plus qu'une marque, un héritage. Les Terken étaient le cœur de Roubaix et l'emblème de la brasserie GBM. De la blonde à la mythique Terken, 75. Cette gamme a marqué des générations entières par son authenticité, son goût et son esprit communautaire. Pour clôturer ce tour d'horizon des bières qui ont marqué des générations, nous ne pouvions pas terminer avec une seule bouteille, mais avec toute une gamme qui a laissé son empreinte dans le nord de la France. Nous parlons de Terken, la bière qui a été pendant des décennies la fierté de Roubaix, l'âme des bars du Nord et l'emblème de la brasserie GBSM, grande brasserie moderne. Il ne s'agissait pas d'une seule marque, mais d'une famille entière de saveurs qui ont accompagné les Français des années 70 au début des années 2000. L'histoire de Terken commence à Roubaix, une ville ouvrière, au caractère fort et à l'esprit communautaire. C'est là qu'est née en 1920
la GBM, qui a ensuite pris le nom de brasserie Terken. À une époque où les grandes brasseries industrielles commençaient à dominer le marché, Terken est resté un producteur local, indépendant, avec une vision différente. Fabriquer des bières authentiques, avec une identité régionale et une qualité qui parlait d'elle-même. Au cours des années 70 et 80, Terken est devenue une marque culte. Elle n'avait pas le budget publicitaire de Kronenbourg, ni la notoriété nationale de Heineken. Mais elle avait quelque chose de plus puissant, l'affection du peuple. Dans les cafés de Lille, les restaurants de Dunkerque, les terrasses de Roubaix, commander une Terken était une habitude quotidienne. La marque a gagné le respect du Nord pour sa variété et le soin apporté à l'élaboration de chaque type de bière. Il y avait la Terken blonde, légère et fraîche, la Terken ambrée, plus torréfiée et profonde, et la légendaire Terken 75, une bouteille de 75 centilitres qui est devenue le symbole des fêtes de famille. La 75 était la plus appréciée. Elle était servie lors des anniversaires, des mariages, des réunions, et était même offerte en cadeau. Son goût équilibré, avec des notes de miel et une légère amertume, en faisait une bière pour les occasions spéciales. Dans les années 90, alors que de nombreuses marques se standardisaient, Terken conservait son âme artisanale, brassant avec de l'eau du Nord, des maltes sélectionnés et ses propres levures. Le plus surprenant est que, contrairement à d'autres brasseries absorbées par des géants internationaux, Terken a survécu plus longtemps grâce à sa communauté. Les travailleurs et les consommateurs eux-mêmes ont créé une coopérative pour maintenir la production locale en vie lorsque GBM traversait des difficultés. Pendant un certain temps, la brasserie des gens du Nord est restée active, résistante à la mondialisation du goût. Mais finalement, en 2004, les lumières de l'usine se sont éteintes. C'était la fin d'une époque. Aujourd'hui, les anciennes bouteilles de Terken et leurs étiquettes distinctives, en particulier celle de la 75, sont recherchées par les collectionneurs et les nostalgiques. Terken n'était pas seulement une bière. Elle faisait partie de l'identité du Nord, une histoire d'effort, de tradition et de fierté. C'est pourquoi nous avons décidé de terminer cette vidéo non pas avec une marque, mais avec une gamme entière qui représentait le meilleur de la bière populaire française. Authentique, proche et faite avec le cœur. Si vous avez aimé ce voyage dans le passé, aimez, abonnez-vous et activez la cloche. N'oubliez pas, sur notre chaîne, nous sommes une machine à remonter le temps qui sauve des histoires.